à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Il y avait longtemps que je ne vous avais pas vu. Donc, bienvenue à ce Midi Causerie, vraisemblablement le dernier en ce qui me concerne. Donc, ce Midi Causerie aujourd'hui qui verra notre invité, que je vais vous présenter dans quelques minutes, Éric Lefebvre, du Partenariat des quartiers des spectacles. Je ferai sa présentation dans quelques instants, qui viendra nous entretenir de plusieurs thématiques, 3 ou 4. On en avait mis 3, mais j'en ai peut-être ajouté une 4e. C'est une surprise, il ne le savait pas. Non, c'est une thématique que vous connaissez bien. Avant d'aller sur les thématiques et votre présentation, j'aimerais présenter Nelly Plateau et Geneviève Veilleux, nos deux interprètes, mes complices, en langue des signes québécoise, qui m'assistent souvent, Éric, pour ne pas dire toujours, dans les présentations que je fais. Donc, vous êtes du partenariat du quartier des spectacles, diplômé de l'UQAM. Je me permets de lire votre biographie. Donc, vous êtes directeur général depuis septembre 2020. Vous en avez au préalable occupé le poste de directeur du développement pendant 7 ans. Vous avez un leadership que je constate, puisque je vous ai vu aller au cours des rencontres, des aptitudes vraiment de mobilisation de la communauté, ce qui nous rejoint beaucoup également. Et vous avez permis la consolidation de plusieurs partenariats, ici bien sûr à Montréal, à l'international, l'émergence de grands projets pour le centre-ville, tels que l'Esplanade Tranquille, vous nous la présenterez, le réinvestissement du plan Lumière, plusieurs initiatives également, qui vraiment choisissent le verdissement comme trame de fond. En 2018, vous avez mis en place Synapse C, un pôle sur les données massives en culture qui a été créé en réponse aux défis imposés par le virage numérique. Vous êtes fondateur en 2002, et ça peu de personnes le savent, de Choc FM, la première radio étudiante de l'UQAM, puis directeur général de CIBL de 2004 à 2013. Vous siégez aujourd'hui sur les conseils d'administration du FRQRSC, de la table de concertation du Faubourg Saint-Laurent et du Global Cultural District Network. Vous êtes diplômé de l'UQAM, vous avez obtenu votre baccalauréat SR en communication en 2003. Et j'ai souhaité cette discussion avec vous pour les nombreux partenariats que nous entretenons, nous l'UQAM bien sûr, et l'ensemble des unités, si je puis dire, de l'UQAM avec le partenariat. Et surtout pour mettre de l'avant une dimension qui nous tient énormément à cœur, la culture. Cette culture qui, aujourd'hui, occupe une place déterminante. Donc la première thématique, Éric, s'impose pratiquement. Qu'est-ce que la culture est à l'UQAM, bien sûr au PQDS, au centre-ville de Montréal? Écoute, c'est d'abord un terrain de jeu incroyable, la question de la culture. C'est beaucoup ce qui définit Montréal. J'aime bien dire que on rayonne, c'est une métropole internationale, c'est une métropole vivante, mais on a des musées, mais c'est pas l'équivalent d'avoir une tour Eiffel, d'une statue de la Liberté. Ce qui vient vraiment faire qu'on a le goût de Montréal, c'est les Montréalais. C'est venir à la rencontre des gens, puis on le fait à travers les arts et la culture. Puis ça, je pense que c'est un petit peu cet élément-là. C'est ce qui m'avait aussi approché à l'UQAM. Je souhaitais venir à l'UQAM comme étudiant à l'époque parce que c'est une université qui a des idéaux, parce qu'il y a cette question de rencontre-là, cette université urbaine qui était très présente. À l'époque, le quartier des spectacles était un petit germe encore dans les idées, mais je pense que cette présence-là des arts, de la culture dans un centre-ville, tous les villes du monde font des festivals aujourd'hui, mais c'est souvent excentré. C'est souvent à l'extérieur. Nous, on a la chance que c'est en plein cœur du centre-ville, d'avoir un petit peu cette rencontre-là. Donc, oui, les arts, la culture sont extrêmement présentes dans notre ville, comme ils sont très présentes, je pense, à l'UQAM. À l'UQAM. Éric, vous le savez, nous sommes en direct et il y aura des questions tout au long de l'entretien. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner aux personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas. Une des premières questions, quelqu'un nous demande, la place des arts est-elle, selon vous, l'élément central du quartier des spectacles? Et si oui, pourquoi? Définitivement. Mais d'abord, il y a plein d'éléments qu'on ne connaît pas du quartier des spectacles. On met beaucoup de l'avant les lieux de diffusion. On a 80 lieux de diffusion dans le quartier. C'est une concentration unique. On va être honnête, ce n'était pas nécessairement voulu. Le quartier des spectacles a été nommé il y a 20 ans, là, suite à toute une mobilisation autour du sommet de Montréal. On était à la recherche d'un projet majeur pour le centre-ville de Montréal. Mais ce qui est important, c'est de voir aussi que
Il y a de la création. Il n'y a jamais eu autant de création dans le quartier des spectacles que maintenant. Évidemment, parce qu'il y a l'UQAM, mais parce qu'il y a aussi le Cégep du Vieux-Montréal, parce que maintenant, les institutions font plus de résidences que jamais. Je disais, je pense à la Place des Arts, je pense à nos amis de la SAT, des 7 doigts de la main, les sièges sociaux de l'ONF, de tout le milieu de la danse. 90 de la création en danse se fait dans le quartier des spectacles par rapport à tout ce qui se fait au Québec. Donc, c'est très, très foisonnant, cette présence-là. Elle est aussi présente dans la rue. Énormément d'art mural qui se fait autour des habitations Jeanne-Mance, puis maintenant un petit peu partout. Donc, c'est très, très présent, cette question-là d'art. Il y a beaucoup de places de relève. On a, dans le quartier latin puis dans le Saint-Denis, plusieurs petits bars spectacles qui sont très, très, très importantes pour toute la chaîne de développement de musique. Fait que c'est assez présent. Est-ce que ça pourrait l'être plus? Bien, définitivement. Je pense qu'il y a dans toute la question du développement immobilier, on aimerait ça que le milieu immobilier soit peut-être encore plus prendre acte qui sont dans le quartier des spectacles, comment les commerçants, les hôteliers embarquent dans cet événement, mais définitivement dans l'imaginaire des Montréalais, je pense que l'art et la culture est extrêmement présente. Présent, bien sûr. Un des éléments peut-être que vous avez mentionné très rapidement, mais qui consolide le partenariat aussi entre l'UQAM et le PQDS, ce sont les relations des projets que nous menons et pour lesquels on me dit tout le temps, mais pourquoi on est associé au PQDS? Et je leur dis, mais parce que nos étudiants, nos finissants, font parfois leurs travaux, leurs stages, leur vie du début à la fin d'un cycle d'études en lien avec un quartier très vivant dans lequel vous avez souhaité la contribution de l'UQAM. Et à cet égard, vous avez toujours manifesté un soutien indéfectible, je peux en témoigner, à nos projets. Quels sont les projets qui vous ont le plus stimulé? Bien, écoute, je pense qu'effectivement, les étudiants ont fait plein de stages, mais je pense que je dois avoir peut-être le tiers de l'équipe qui sont des étudiants de l'UQAM qui sont avec nous maintenant. Je pense à des stagiaires qui étaient en arts médiatiques, qui sont maintenant rendus employés chez nous. Donc, il y a vraiment une possibilité de carrière. C'est vrai pour les étudiants qui ont fait des stages, qui sont chez Moment Factory, qui sont d'autres entreprises. Les projets les plus stimulants, c'est difficile de ne pas nommer les 21 balançoires. Donc, c'est un projet de collaboration entre une étudiante de l'UQAM, les délits tous les jours, puis des professeurs au pavillon des sciences. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant sur la coopération animale. Ça avait influencé encore là tout l'angle de développer des projets collaboratifs. Donc, c'est 21 balançoires. On se rappelle que c'est différents instruments de musique. Quand vous balancez seul, vous avez l'expérience individuelle. Puis là, quand vous comprenez que vous pouvez collaborer, bien, que vous développez une symphonie, c'est vraiment un projet qui est extrêmement intéressant. Je pense tous les projets autour des Jardins Gamelin, qu'il y a eu plusieurs initiatives en termes de conférences, de participation. J'aimerais que l'UQAM soit encore plus présente dans ces projets-là, que la communauté étudiante s'investisse encore plus dans ce lieu-là. Mais je pense, entre autres, tout l'accrochage qu'on avait fait avec l'œuvre de Janet Eckelman, qui était ce grand filet de pêche coloré qu'on avait accroché sur les toits de l'UQAM. Bon, Dieu sait que ça n'a pas été simple. Dieu sait que ça n'a pas été simple. Ce projet-là. Je pense à l'élimination du clocher Saint-Jacques, qui est quand même une réussite, qui a gagné des prix, qui met vraiment tout l'aspect du patrimoine puis l'architecture en subtilité, sur lequel des étudiants ont participé. Bon, ce qu'on fait sur la place Pasteur. Écoute, il y en a, je pense qu'on se disait presque 35 projets de collaboration dans les dernières années. Fait que je pense que c'est très, très, très inspirant là, pour la suite. Sans parler des colloques qu'on a fait à l'UQAM avec vous là, sur le développement de la place publique, sur le rôle du jeu dans la ville. On en a fait un ensemble sur l'intelligence artificielle, les arts et la culture. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de collaboration au niveau culturel. Là, et ça, c'est un des éléments qui peut-être était à mettre de l'avant. On s'est rendu compte au fil des discussions que peu de personnes savent à quel point les collaborations institutionnelles aboutissent à des projets concrets. Et c'est une trame de fond de nos discussions où on s'est toujours dit comment on mobilise les personnes, comment elles peuvent contribuer. Et un exemple très, je trouve, réussi a été la grande rentrée cette année, où on a mobilisé la grande rentrée culturelle
et où vous avez souhaité la participation également de l'université, qui faisait effectivement aussi une très grande rentrée après les mois difficiles qui ont été les nôtres au cours des 2 dernières années. Et cet arrimage s'est traduit par beaucoup d'expériences de vie que vous avez trouvées très intéressantes. Racontez-nous ça un petit peu. Ben oui, je pense qu'il y avait un souhait de trouver Il y avait aussi une impression depuis quelques années que le quartier latin vivait un petit peu dans l'ombrage du terme de quartier des spectacles. On voulait le revaloriser, on voulait le remettre, évidemment, tout l'aspect de la formation, des études au cœur du quartier latin. Fait que c'est pour ça que la collaboration de l'UQAM était absolument nécessaire. Puis ça nous a permis de commencer des expérimentations. J'espère que ça va nous pousser encore plus loin pour les prochaines années, mais il y a eu toutes les ligues d'improvisation de l'UQAM qui se sont impliquées dans les rues, qui étaient présentes. Il y a eu des projets en danse qui se sont faits aussi à l'extérieur. J'espère qu'il va y avoir plein d'autres idées qui vont germer des collaborations avec les riverains, parce que, évidemment, l'UQAM est extrêmement importante dans la vitalité culturelle, artistique, mais même économique, sociale du quartier. Mais tu sais, avec la BNQ, avec le fait qu'on a la Maison de la chanson francophone qui s'en vient à 2 pas, je pense qu'il y a énormément de maillage à faire autour de ça. Et l'idée, c'est probablement d'arriver avec des festivités qui sont très représentatives des étudiants, mais aussi très ancrées dans cette université urbaine-là, puis les riverains autour. Fait que je pense que moi, je trouve que c'est une bonne pierre, mais il faut être ambitieux, puis il faut que ça nous amène ailleurs. Puis je pense que l'UQAM a un rôle important à jouer là-dedans. D'ailleurs, on a plusieurs questions qui viennent de rentrer. Outre la formation et la contribution de la relève, quel est l'apport concret, selon vous et selon moi peut-être, de l'UQAM en tant qu'institution au quartier des spectacles? Oh mon Dieu, bien, on peut déjà définir, on ne sait peut-être pas, mais le plus gros propriétaire foncier dans le quartier des spectacles, c'est l'UQAM. Juste ça, c'est un rôle quand même important. Un rôle économique, puis un rôle sur la vitalité commerciale, ce qu'il y a autour. Une reproche que moi, je me ferais quand j'étais étudiant à l'UQAM, je n'avais pas cette conscience-là. Puis l'idée, c'est pas de devenir un client ou un consommateur, mais ma relation, c'était quand même de partir du métro, de chez nous, de m'en venir, de vivre dans les couloirs de l'UQAM à travailler à monter la radio, puis de repartir le soir. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais plus à dire, bon, c'est quoi l'opportunité que j'ai d'influencer ce qui est autour? Puis je pense que l'UQAM est assez exemplaire dans les universités, dans les services aux communautés, à la collectivité, tous les liens que vous faites. Puis les étudiants, je pense ont un rôle qu'ils peuvent prendre. Il y a de la place, il y a de la volonté. En tout cas, nous autres, chez nous, on leur tend la main là-dessus. Je peux quand même faire un clin d'œil sur tout ce qu'on est en train de faire du côté du verdissement. C'est ce que j'allais vous dire concrètement. Nous sommes alignés complètement sur l'éco-responsabilité. Si vous voulez bien en dire un mot. Ben oui, là, on a développé un toit agricole avec l'équipe de l'UQAM sur l'Esplanade Tranquille, qui est influencé un petit peu de ce qui s'était fait au Palais des Congrès. On travaille, dans le fond, on était, disons, peut-être il y a 15 ans, quand on a construit la place des festivals. On était dans une optique, il fallait créer la plus grande salle de spectacle, 60 000 personnes. Et à l'époque, on se faisait dire, bien, un arbre, ça cache 232 personnes qui veulent voir la scène. Et là, on s'est imaginé en disant, bien, OK, mais si ton arbre, tu mettais des roulettes en dessous. Mais oui. Puis qu'on faisait juste le tasser le temps du spectacle, puis qu'on le ramène. T'sais. Fait que tout ce concept-là, bien, on l'a développé avec Alain Paquette, son équipe. On a embauché des étudiants. On a maintenant des étudiants qui sont les jardiniers du centre-ville. Projet qu'on va essayer de démultiplier dans les prochaines années. Un événement malheureux qui, pour nous, dans le milieu de l'événementiel, c'était les attentats de Nice. Bien sûr. Avec ce qu'on appelait les camions béliers, là, qui a amené tout d'un coup les villes à mettre des blocs de béton partout en termes de sécurité, qui fait que maintenant, on travaille à chaque fois qu'on fait un événement, on travaille avec l'antiterrorisme puis tout ça. Puis maintenant, de transformer ces blocs de béton-là en armes, le fait qu'on a fait des tests avec un milieu de la recherche, que ça permettait la sécurité, mais qu'en même temps, ça nous permet d'atteindre des objectifs. Puis ça, bien, on travaille tous les jours avec l'UQAM. C'est en fait, on est même en train de voir les serres de l'UQAM, de voir comment on peut protéger. Es-tu prête à faire un engagement? Non, je ne suis pas prête à faire un engagement sur les serres. On ne va pas là aujourd'hui. Mais c'est un très beau projet. On va certainement y contribuer. Mais c'est un gros projet pour le coup. Mais on va y revenir certainement. Une autre question qui est un commentaire et une question. Donc, j'enseigne aux futures enseignants du primaire. Depuis plusieurs années, on intègre la notion d'approche culturelle dans nos cours.
Pour nous parler de l'approche culturelle avec nos étudiantes, pour nous, parler de l'approche culturelle avec nos étudiantes et nos étudiants est fondamental pour qu'ils jouent à leur tour leur rôle de passeur culturel auprès de futurs élèves. Comment pourrait-on faciliter davantage l'accès du quartier des spectacles à nos étudiantes et à nos étudiants? Donc, on est ici dans le domaine des sciences de l'éducation. C'est une collègue, effectivement, j'imagine, des sciences de l'éducation. Voilà. Ah bon, quelle bonne question. Oui, hein, quelle belle question, surtout. Et moi, je pense que d'abord, il faut que les étudiants aient accès. Il faut qu'ils aillent voir les spectacles. Puis ça, je suis certain que mes partenaires, des salles, des lieux, des musées, il y aurait de l'intérêt à avoir une entente cadre avec l'UQAM, puis de se dire comment les étudiants peuvent profiter de cette effervescence-là, puis d'y avoir accès. Il y a déjà, je pense, puis là, je me semble de mémoire, c'est du CEP, là, mais tu avais question, tu payais le prix selon ton âge. Il y a plein d'initiatives, mais pour avoir une initiative très structurante pour donner accès. L'autre élément sur lequel on a travaillé dans le projet de l'Esplanade tranquille, ça me permet d'en dire un petit mot, qui est la dernière place publique, dans le fond, de l'aménagement du quartier des spectacles, qui était pensée pour l'hiver. C'est une patinoire. Si tout va bien, là, elle va ouvrir d'ici quelques jours, dépendant de la température. Mais donc ça, j'espère que les étudiants puis les chargés, les professeurs vont pouvoir en profiter. Mais à l'intérieur du bâtiment, ce qu'on avait comme écho pour recevoir les groupes scolaires, entre autres, les gens trouvaient que c'était beaucoup de déplacements, mobiliser un autobus, partir des différentes régions de Montréal ou à la périphérie, venir au centre-ville. On sait que les opéras, les orchestres travaillent vraiment beaucoup la médiation. Puis, bien, c'était une grosse sortie. Et l'idée, c'est de dire comment on est capable de faire que l'expérience de la sortie culturelle soit plus complète. Maintenant, les organismes culturels vont dans les cours. Ils permettent, les interprètes vont même aller, les musiciens vont y aller pour créer ce maillage-là. Puis nous, on voulait fournir des infrastructures pour poursuivre, dans le fond, la visite culturelle. Donc, il y a toute une salle qui est prévue pour accueillir jusqu'à 150 enfants au-dessus de l'Esplanade tranquille pour le fait quand on a des autobus qui vont, mettons, au TNM à l'orchestre, mais les gens puissent venir dîner sur place, poursuivre un peu la visite, puis peut-être afin d'avoir une deuxième étape, de pouvoir aller au musée en journée ou de se défouler sur la place publique, sur la patinoire. Donc, on est beaucoup aussi de penser de faciliter l'expérience, dans le fond, pour le professeur ou l'école, qui prend sur lui-même souvent de dire, ben moi, je veux valoriser cette sortie culturelle. Puis on a vu malheureusement dans les dernières années, des fois même contre les parents, qui disaient, je veux que mon enfant reste en classe, on ne veut pas qu'il soit sur cette question étudiante-là. Fait que, des fois, c'est difficile pour les futurs professeurs de le valoriser quand on a l'impression que l'école puis l'écosystème autour des enfants ne le valorise pas tant que ça. Fait que ça, je pense qu'on a toute une responsabilité collective autour de ça. Là, et donc, je répondrais également que je le confirme, je vois de l'intérêt autour de la table, sur les différentes tables sur lesquelles nous siégeons en lien avec la culture, les arts, les places publiques, l'animation des places publiques. S'il y a un intérêt, et je réponds en particulier à cette collègue, mais à d'autres, c'est un élément structurant du partenariat et de l'UQAM et des relations que nous établissons. Et on aurait grand intérêt à vous rencontrer pour voir quels seraient les besoins, certainement. Ça, c'est un engagement qu'on peut prendre plus facile que les serres, me semble-t-il. Parlant des places publiques, parlant des lieux, parlant des territoires, c'est la question de l'itinérance qui nous a toujours mobilisés beaucoup, vous et moi. On ne fait jamais rien sans penser justement à l'itinérance. Nous partageons une très grande solidarité à l'égard de ces personnes qui sont effectivement dans la rue. Et à chaque fois qu'on s'en est parlé, on s'est dit à quel point c'est important. Donc une question justement, le quartier des spectacles étant au centre-ville, comment on compose avec l'itinérance, Éric? Déjà, je pense que pour moi, il y a un petit îlot là, qui est les Jardins Gamelin, qui est un projet auquel on tient beaucoup. On a fini la 8e édition. C'est un projet spécifique de l'idée de maintenir ces gens-là, de valoriser une cohabitation le plus possible. C'est pas parfait. Il y a plein de choses à améliorer, mais il y a quand même 40 organismes communautaires qui travaillent autour. Puis le souhait, c'est de se dire, on souhaite que les gens demeurent à cet endroit-là. Parce que, bon, ça dérange plus quand ils sont dans des parcs résidentiels puis qu'ils se sentent chez eux.
Donc, on les a intégrés avec Sentiers urbains, Exact. dans toute la question du projet agricole qu'il y a autour de ça. On les intègre dans des projets d'art de la rue, de cirque. Il y a un spectacle à la fin de l'année qui est fait par les gens qui ont souhaité participer. La majorité ne participe pas nécessairement, évidemment. La personne ne veut juste pas être dérangée. Mais l'idée, c'est de créer des espaces où ces gens-là se sentent bien, mais qui ne font pas que les gens sont obligés de détourner puis de faire le détour parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Puis ce qui est clair dans ce projet-là, c'est que tous les jours où il y a une offre culturelle, on est capable de créer une certaine forme de cohabitation. La journée où on arrête de faire ce projet culturel-là, il y a des sentiments de sécurité puis une augmentation de la violence. Puis ça, c'est autant les organismes communautaires que le service de police qui nous le dit. Puis par la suite, bien, c'est de développer des codes de vie, de le faire avec eux. Donc, de les inclure, de dire qu'est-ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable, au-delà de la question juste de criminaliser les comportements. Puis de voir comment on est capable de sensibiliser. Puis, malheureusement, trop souvent dans le débat public, on mélange la question des gens en situation d'itinérance avec les groupes criminalisés, avec les problèmes de santé mentale, avec les problèmes de consommation. On est dans un moment où la drogue est plus forte que jamais, est plus toxique que jamais, qui sollicite des comportements plus violents que jamais. Donc, il ne faut vraiment pas qu'ils fassent cet amalgame-là. Puis trop souvent, on est dans le débat public, on les fait. Puis sur le terrain, oui, ils se côtoient. Oui, ils sont ensemble parfois, mais il faut des interventions complètement différentes entre tous ces... Puis ça, c'est le défi, un gros défi d'éducation collective. Mais en général, moi, je trouve que ça se passe très bien dans le quartier. Il faut s'habituer, mais généralement, ça se passe très bien. C'est sûr qu'autour de Gamelin, c'est une situation plus tendue. Et il faut se le dire, elle est plus tendue depuis la pandémie. Elle est plus complexe depuis la pandémie. Alors, il va falloir se donner encore de meilleurs outils, de meilleurs moyens pour être capable d'interagir. Puis malheureusement, avec toute la situation dans le village, il faut que l'ensemble des riverains s'impliquent pour être capable de faire une différence. Oui. Et ça, c'est un des éléments qu'on a mis en place depuis 2 ans. Nous, à l'UQAM en tout cas, mais je pense qu'on partage aussi cet élément-là, nous avons mis en place des canaux de communication avec l'ensemble des partis qui sont là. Effectivement, il y a les organismes communautaires, il y a les riverains, il y a la STM, il y a la BANQ, les autres institutions et les personnes en situation d'itinérance sont invitées dans certains cas même à discuter avec nous. On l'a vu dans le cadre d'un groupe de travail qui avait été mis en place. Donc, pour répondre à la question, c'est une préoccupation constante et, je dirais, majeure. On ne la sous-estime en aucune manière. Une question, et vous venez de l'aborder de manière indirecte, depuis la pandémie, comment le quartier des spectacles s'est-il réinventé? Et ça a été un des enjeux, combien de fois on en a discuté dans le cadre des comités, des conseils, car ça a été pour le monde en tout cas culturel. Donc on parle ici des festivals, des salles, de la vente de billets également, puisqu'il y avait des enjeux majeurs. Ah, c'est pas fini en plus. Et c'est pas fini, non, voilà. Non. Faut se l'avouer, là, ça va être une longue pente à remonter pour notre écosystème, pour toute la question des arts, la culture. Mais tu sais, j'ai envie de le prendre sur l'aspect positif parce que je pense que l'aspect négatif, on l'a documenté, dit et redit amplement. Puis il faut être très, très vigilant sur les prochaines étapes là-dessus. Mais pour moi, il y a quand même quelques éléments positifs pour les arts et la culture, puis quelques opportunités autour de ça. Puis c'est un petit peu comme ça qu'on a tenté de se réinventer. Je ne suis pas devin, je ne peux pas faire le travail des salles qui sont beaucoup meilleures que moi pour savoir comment réattirer leur clientèle. L'idée, pour nous, c'était comment on maintient un centre-ville vivant, attractif. Donc, on a fait multiplier les projets de places publiques, d'aménagement qui ont été faits, mais je n'ai jamais senti autant le milieu des affaires ouvert à intégrer l'art et la culture, d'en bonifier l'expérience au centre-ville. J'ai jamais senti autant avoir main tendue. Ça nous a amené à travailler avec Evening Cambridge sur la place Ville-Marie. On est en train de travailler avec les partenaires du quartier chinois pour accompagner la communauté, travailler avec le village. On est en train de travailler. Donc, jamais les gens se sont tournés autant vers les partenaires des arts et la culture pour, dans le fond, trouver une façon de faire quand tu viens travailler au centre-ville, quand tu viens, tu viens vivre une expérience différente. Donc, nous, on s'est beaucoup mis au service
des gens qui voulaient bonifier l'expérience, dans le fond, avec la pandémie. Puis dans une optique de mobilisation collective. Je pense qu'on a mis 17 comités de travail en place. On a travaillé avec les universités, Oui. avec les milieux des affaires. Le bureau de la mairesse nous a interpellés à plusieurs reprises pour qu'on travaille cette question-là, de développer collectivement. On travaille sur une stratégie hivernale pour le centre-ville, comment on vit notre nordicité autour de cette question-là. Donc, vraiment dans une démarche. Et d'ailleurs, toute notre planification stratégique qui a été faite depuis quelques mois est basée autour de jouer ce rôle de leadership, de collaboration. Donc, comment c'est pas nécessairement nos projets qu'on porte, mais qu'on porte les projets de la communauté. Fait que ça, je pense, ça a été très salué, Oui. reconnu un petit peu ce rôle de travail-là. Puis, c'est aussi unique. Tu sais, je sais qu'il n'y a pas l'équivalent à Toronto, Vancouver, cette mobilisation-là autour des arts de la culture dans le centre-ville. Et d'ailleurs, c'est un des éléments sur lesquels nos professeurs, chercheurs, chargés de cours, maîtres de langue sont appelés à chaque fois que vous nous proposez un projet. Nous répercutons l'invitation, que ce soit pour le Faubourg, je pense notamment à tout ce qui se discute en ce moment, pour le quartier latin, le quartier des spectacles, pour le centre-ville avec le CHUM également et tout ce qui va se faire un jour peut-être. Donc nos profs sont vraiment, vous parliez de M. Paquette tout à l'heure, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres aussi qui sont d'un engagement. À chaque fois, vous me dites, ils sont super, c'est vrai. En travail social, en géographie, il y a des projets qui se font sur les locaux vacants dans le quartier, comment on peut... toute la question de l'urbanisme transitoire, que je pense qui est très importante à l'UQAM, tout ça. Donc, c'est tous des volets sur lesquels on a un terrain de jeu. Puis nous, on n'est pas la ville, t'sais. On n'organise pas les festivals, mais j'aime bien penser qu'on a un rôle de facilitateur qui n'existe pas ailleurs à Montréal, qu'on fait arriver ces projets-là, je dirais, plus facilement qu'ailleurs dans les villes en général. Bien sûr. Trame urbaine, vous en avez parlé beaucoup, et engagement citoyen. C'est une des thématiques qui revient systématiquement dans les projets que vous menez et pour lesquels nous sommes sollicités. D'où vient cet intérêt à ce point déterminant? Sur la ville? Oui, bien sûr, sur la ville. Je trouve que les villes, pour moi, ont un rôle qui évolue, qui est plus important et qui est appelé à jouer plus important, principalement parce que c'est un niveau sur lequel, comme citoyen, on a l'impression d'avoir un petit peu plus d'influence sur notre quartier. C'est développé à Montréal, tout le concept des ruelles vertes, qui sont quand même assez spécifiques à Montréal, qui amènent les résidents à s'impliquer. Puis on essaie de faire un peu la même chose au niveau du quartier des spectacles. Donc, comment on peut s'approprier les espaces publics. Donc, moi, c'est beaucoup ça qui me fascine. Donc, comment on est capable de le faire dans un contexte de transition écologique. Comment on accélère ces mouvements-là. On sait qu'ils sont timides, puis qu'il faut bousculer un petit peu, être ambitieux. C'est des sujets où est-ce que, comme je dirais, comme individu, on veut, mais quand tu dis, OK, il faut que tu joues le rôle d'expert, puis là, tu sois un rôle de leader, on a peur un petit peu de s'engager parce qu'on ne connaît pas nécessairement comment ça doit être fait, mais là, il faut se risquer. Fait que je trouve que toute cette question-là de la trame urbaine, comment on repense par rapport aux défis qu'on a, moi, ça me fascine. Et ça me fascine du point de vue international parce qu'on se pose partout la même question en même temps. J'ai été très, très souvent en Asie dans les dernières années pour des collaborations. Ça va être un petit peu compliqué les prochaines années. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'est que les gens de Hong Kong, les gens de Beijing, les gens d'Australie, tout le monde se pose les mêmes questions en même temps. Et c'est fascinant de voir le rôle du développement des villes partout dans le monde par rapport aux gouvernements supérieurs qui sont préoccupés par plein d'autres enjeux. Puis que la notion, la question de l'itinérance, de la transition écologique repose de plus en plus de pression sur les villes. Puis ils n'ont pas nécessairement tout le temps les fonds ou les outils pour le faire. Fait que comme citoyen, je pense que c'est là qu'on peut le faire, la plus grosse différence. Là. Citoyen corporatif ou individuel. Ou individuel, bien sûr. Nous assumons un rôle aussi comme citoyen. Et d'ailleurs, la question qui suit va être en lien avec la quatrième thématique, qui était celle de l'éco-responsabilité, qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez fait mention de verdissement. Comment bonifier les initiatives en développement durable, en transition écologique pour ce secteur? Quelles seraient les actions prioritaires à mettre en place?
Écoute, moi, je suis... notre mairesse avait fait une annonce de travailler sur un quartier zéro émission. Je ne sais pas si c'est possible zéro émission, mais au moins on peut se fixer à très faible émission. Moi, je souhaite que ce soit notre quartier qui ait ce lourd défi-là. Peut-être vous pourriez dire tout ce que vous nous avez demandé de faire, justement, Ouais, pour qu'on atteigne cet objectif. Je sais que je mets beaucoup de pression sur les partenaires. Je pense que notre quartier peut faire une différence parce qu'on a beaucoup de joueurs institutionnels. C'est le CHUM, c'est l'UQAM, le Cégep, la Place des Arts, le Complexe des Jardins. Bon, c'est un privé, c'est une coopérative, mais je pense qu'ils font partie de ces joueurs-là qui ont l'obligation de démontrer. Fait que, il y a vraiment beaucoup de partenaires. Bon, la première chose, on travaille sur un plan pour piétonniser de façon permanente la rue Sainte-Catherine. Exact. Ça fait déjà 2 ans et demi, on ne l'a pas dit fort partout, ça fait déjà 2 ans et demi qu'elle est piétonne. Mais oui. Donc, pourquoi pas en profiter pour la laisser piétonne tout le temps? Donc, on est en train de travailler sur ce projet-là. On travaille sur, on souhaite influencer le prochain stratégie du centre-ville pour qu'on se fixe comme objectif de devenir la métropole nordique avec le centre-ville le plus vert. Sur ce, on fait des projets de recherche. On veut multiplier les arbres. Évidemment, c'est meilleur les arbres en sol. Il n'y a pas de doute. Je ne conteste pas ça. Mais partout où il y a des endroits bétonnés, est-ce qu'on peut mettre des arbres en pot? Est-ce qu'on peut les multiplier? On travaille sur des startups pour développer un peu ces éléments-là. Je veux travailler avec les équipes et les festivals sur la gestion des matières résiduelles. On est un des seuls quartiers à faire du compostage et du recyclage. Je sais que le recyclage est très répandu, mais quand vous regardez dans les places publiques, dans les parcs, il y a très peu de parcs où vous avez la poubelle et le recyclage. Et non, ça ne s'en va pas aux poubelles. Oui, on les trie, puis oui, on les recycle. Donc, pour moi, là, je voudrais travailler à la mutualisation de la gestion des matières résiduelles. On a des exemples très inspirants. Il n'y a pas de raison pourquoi on ne le fait pas. On travaille sur un projet du dernier kilomètre électrique. Donc, nous, on a déjà tout électrifié, notre flotte de transport. Maintenant, on veut le faire pour l'ensemble de nos partenaires. On travaille sur un projet là, de construire un souterrain qui nous permettrait de faire la livraison. Puis de ce côté-là, ça avance très bien, une collaboration avec la ville autour de ça. On veut travailler sur faire une analyse de l'ensemble des stations vélo. Je pense qu'à l'UQAM, vous le vivez, les étudiants, tout ça. Il y en a beaucoup, beaucoup de Bixi, tout ça. Donc, comment on travaille ça? Donc, pour faire qu'en termes de mobilité, ça soit encore plus facile. On a un petit test au métro Saint-Laurent qu'on fait avec la ville, qui sont inspirés un petit peu des villes plus nordiques, là, un stationnement de vélo en hauteur. Je ne dirais pas que c'est un succès pour l'instant, mais disons qu'on va apprendre un petit peu de ça. Donc, il faut peut-être éduquer de la même manière qu'on éduque les gens à automobile, tu sais, qu'il faut qu'ils marchent, s'ils laissent. Bon, pour l'instant, les gens avec leur vélo veulent le laisser devant l'endroit où est-ce qu'ils vont. Peut-être que si on leur offre un stationnement sous la pluie ou sécurisé là, qui protège la pluie, ils seraient peut-être à dire, bien, je vais aller le porter à 2 coins de rue sans nécessairement avoir des stations de vélo. Donc ça, c'est une démarche qu'on veut faire aussi. Donc, écoute, il manque pas de projet. Oui, c'est ça. La liste est longue. On a dépassé le temps, en fait. Je m'en rends compte à l'instant. Mais une dernière question que je trouve très jolie et qui va avec la fin de cet entretien. Nous vous prêtons nos bâtiments, donc le PK notamment, qui est notre pavillon sur Président Kennedy. Et la question va vous faire sourire. Lorsque Léonard Cohen, ce n'est pas le fait que la question est en lien avec le décès, mais vous allez voir, le quartier des spectacles a tenu à lui rendre hommage. Le quartier des spectacles sert donc aussi à préserver la mémoire de nos artisans locaux. Et je ne peux pas ne pas faire un lien avec le dernier événement de commémoration qui a été fait et pour lequel, effectivement, vous avez choisi nos bâtiments. Donc, mot de la fin sur cet habillage de nos pavillons. Bien, écoute, c'est un super beau projet, ce projet de projection. On a collectivement choisi à Montréal de ne pas travailler à commercialiser l'espace public. Si vous allez à Toronto, à New York, c'est partout, c'est de la réclame. Nous, on a la chance, puis je sais qu'il y a des revers à ça, mais on a la chance d'utiliser le canevas urbain pour promouvoir de l'art et de la culture. Mais c'est unique, là, au monde, c'est unique au monde. Je pense qu'il faut le mentionner. Donc, ben oui, c'est grâce à l'UQAM qu'on le fait, puis on change les contenus à tous les mois. Et souvent, c'est des projets.
Et l'idée pour nous, dans les prochaines, puis là, Magda, on va s'en parler au conseil d'administration de la semaine prochaine, mais on veut faire un lien avec la question de la reconnaissance des bâtisseurs, des artistes, des créateurs autour de cette question-là. Donc, ça reste encore à organiser, mais vraiment, il y a un beau maillage à faire entre tout ça. Voilà, donc je pense qu'on a répondu amplement à la dernière question. Le mot de la fin, Éric, qu'est-ce que tu souhaiterais pour cette belle ville qu'est Montréal et l'UQAM, bien sûr, et le partenariat? Oh, je vais être têteux là, pour ma réponse. Je vais y souhaiter un pavillon des arts et de la culture dans le quartier des spectacles. Magnifique. Pour joindre les deux pôles de l'UQAM via Maisonneuve, puis fermer la trame urbaine. Il me semble que ce serait un beau projet. Que ce serait joli. Un grand merci. Merci à toutes et à tous. J'espère que vous aurez autant que moi apprécié mon entretien avec Éric et au plaisir de te retrouver très vite sur d'autres chantiers. Plaisir. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.